Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble si le métier de développeur est vraiment si recherché que ça. Donc pourquoi cette vidéo? Parce que souvent je vois des gens qui se plaignent dans les commentaires qu'on leur ait vendu que le métier de développeur c'est hyper recherché, que tu trouves un job direct. Et ben tout ça, on va voir ensemble que c'est pas toujours vraiment le cas, c'est pas toujours vrai. Il y a une petite nuance qu'on oublie de te dire. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur. Donc, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Active la cloche pour être sûr de ne pas rater quand je sors une vidéo. Alors, avant qu'on m'accuse de clickbait et compagnie, je tiens juste à te dire que oui, le métier de développeur est recherché, et non, les développeurs sans expérience ne sont pas si recherchés que ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut apprendre à te vendre. Donc si je voulais essayer de corriger un peu cette phrase, je dirais, tu verras, le métier de développeur, quand tu es opérationnel et que tu es employable, c'est super recherché. Ça, c'est la grosse nuance qui change tout. Ok, on va rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être opérationnel, d'être employable, et on va essayer de voir un peu les raisons qui peuvent pousser certains recruteurs à ne pas s'intéresser aux profils les plus juniors. Tout d'abord, il faut savoir qu'un développeur, c'est une ressource qui coûte très cher. En termes de salaire moyen, c'est un métier qui est quand même plutôt bien payé, donc c'est un métier qui coûte assez cher aux employeurs. Donc le problème qu'il va y avoir avec les profils les plus juniors, c'est que si t'es pas capable d'apporter de la valeur dès le premier jour, ce qui est normal vu que t'es junior, finalement il va y avoir un coût de montée en compétences. Ça va être à l'employeur de l'encaisser. Il faut pas oublier que ton salaire est bien plus bas que celui d'un développeur expérimenté, mais ce qu'on va attendre d'un développeur expérimenté, c'est de pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement sur le projet. Est-ce que tu as besoin de tant d'expérience que ça pour pouvoir démarrer? On va avoir beaucoup de développeurs qui se plaignent d'être contactés par des recruteurs, mais après ils se font jeter parce qu'on leur demande 2 ans d'expérience alors qu'ils sortent d'école. Ça c'est à toi, même si t'es junior, de faire en sorte d'être le plus opérationnel possible. Quand tu démarres, il y a certaines compétences qui sont quasiment indispensables à maîtriser. Je te donne un exemple tout simple, savoir utiliser Git. Git, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de code source. Ça te permet de gérer les différentes versions de ton code. Et ça te permet aussi de travailler en équipe. Donc forcément, si tu ne maîtrises pas Git, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça va être très compliqué pour toi de trouver un job, ou sinon tu vas devoir trouver un job où on va accepter de te faire monter en compétence sur Git. Mais tout ça, c'est le genre de compétences qu'il faut travailler de ton côté. J'en ai parlé dans différentes vidéos, je te mettrai un petit lien juste ici. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le très court terme, c'est quelque chose qu'on va faire sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut continuer ta montée en compétences, et ce, même si tu sors de formation. Oui, j'allais oublier, il y a plein de formations qui te vendent que en 3 mois, t'es développeur et après c'est bon. La réalité, elle est que en 3 mois, t'as quelques bases et il va falloir continuer de bosser régulièrement. Et ça, tant que tu l'as pas intégré, tu vas avoir des soucis pour trouver un job, pour pouvoir avancer et pour progresser. Et finalement, on peut se demander aussi pourquoi les recruteurs ne sont pas forcément attirés par les profils trop juniors. Je vais émettre des hypothèses, tu me dis ce que t'en penses en commentaire, je ne suis pas expert en recrutement, donc s'il y a des approximations, ne m'en veux pas. Moi, ce que je pense déjà, c'est que recruter, ça coûte cher. Quand tu le fais par un organisme externe, par un cabinet de recrutement ou un chasseur de tête, tu vas devoir verser une prime à la signature du contrat et une prime potentiellement à la fin de la période d'essai. Je me demande, est-ce que c'est hyper rentable pour les profils les plus juniors, sachant que les primes augmentent en fonction de l'expérience du candidat. Moi, si j'étais recruteur et que ça fonctionne comme ça, clairement, j'irais pas chercher des développeurs juniors, c'est pas ceux que je viserai en premier. Bien sûr, tu dois aussi te caler par rapport aux besoins de tes clients. Si tes clients te demandent des développeurs juniors parce qu'ils ont que le budget pour, par exemple, ou parce qu'ils ont besoin de juniors pour faire grossir une équipe, clairement, tu vas faire une sélection. Et cette sélection, tu risques de la faire en prenant les meilleurs juniors. Et je sais et je vois dans les commentaires, parce qu'on me contacte souvent, on me pose souvent les mêmes questions. Je sais que c'est des sujets qui sont abordés aussi par d'autres collègues youtubeurs, mais finalement, je vois qu'il y a une bonne partie de la population des développeurs qui sont passés dans des formations accélérées, qui rencontrent les mêmes problèmes en sortant de formation. Pour moi, ce qu'on ne dit pas assez dans ce genre de formation, c'est qu'il faut pas oublier que cette formation-là, c'est un tremplin, c'est pas un acquis. Tu vas pas sortir en te disant, ok, c'est bon, j'ai plus besoin de rien faire, je suis développeur et c'est parti. C'est pas comme ça que ça marche. Moi-même, je continue de m'auto-former, je continue de bosser sur mes compétences 10 ans après. Donc t'imagines pas qu'en 3 mois, t'auras tout appris et qu'après c'est fini. Et ça, il faut que t'aies le mindset de se dire, voilà, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à se former tout au long de ta carrière. Bien sûr, je dis pas ça pour cracher sur tous les organismes de formation, parce qu'il y en a qui font très bien leur job, il y en a qui font du super boulot. Le but, c'est pas de les citer ou de lâcher des noms parce que je risquerais d'en oublier, ça va léser un tel et un tel, mais vraiment parce que je vois aussi des gens qui arrivent à changer de vie, se reconvertir et qui arrivent à
s'épanouir dans une nouvelle carrière. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que t'as beau avoir fait une formation, peu importe la durée, il faut que tu continues à investir sur toi-même. Pour moi, dans ces développeurs juniors qui ont été formés souvent en accéléré, il va y avoir de temps en temps un problème de compétences. On me demande souvent comment choisir une formation. C'est vrai que je suis pas le mieux placé parce que je suis pas passé par ces organismes-là. Bien sûr, j'en ferai une vidéo dédiée, je pense, parce que j'ai l'impression que tout le monde va avoir ma version, même si j'ai vu des super contenus là-dessus. Et en fait, un truc tout bête, si tu fais par exemple une formation développeur front, mais que dans ta formation t'abordes même pas un framework qui est utilisé sur le marché, il va y avoir un problème. Ça veut dire que en sortant de ta formation, il va falloir que tu apprennes React, Vue ou Angular, qui sont les 3 plus gros. Oui, un framework ne fait pas tout. Oui, il faut apprendre les bonnes bases du JavaScript avant, mais aujourd'hui, pour te vendre sur le marché en tant que junior, je te prends l'exemple du front-end parce qu'il est très parlant. Si tu ne connais pas un de ces frameworks, ça va être très très compliqué. Donc pour moi, ces écoles qui te proposent un cursus front-end ou un cursus web qui n'aborde même pas un framework front pour être vraiment employable directement en entrant sur le marché, pour moi c'est un petit problème, c'est que clairement c'est pas en adéquation avec la réalité du marché. Autre problème, il y a beaucoup de formations où on t'apprend pas vraiment à te vendre. C'est dingue le nombre de développeurs qui ne savent pas se vendre. C'est-à-dire que ils n'ont jamais appris par exemple à passer un entretien, ils n'ont jamais appris à préparer vraiment un bon CV. Un exemple d'erreur sur le CV, c'est quand le CV n'est pas ciblé. Quand tu mets tout un tas de techno que tu as vu pendant ta formation, le recruteur, la plupart du temps, il en a rien à faire. Toi, tu es recruté pour un poste en particulier, donc fais un CV qui cible ce poste et mets tout le paquet par rapport à ce que tu as pu apprendre. Si tu cherches un poste en React JS, va pas mettre du Python derrière parce qu'en fait, on s'en fout. Là, tu vas mettre en avant tout ce qui tourne autour de React JS. Bien sûr, si t'es Python, React, tu vas mettre les deux, mais il faut vraiment enlever tout le bruit de ton CV pour te concentrer sur l'essentiel. Pareil, je trouve ça un peu aberrant que en formation, il y a beaucoup de développeurs qui n'apprennent même pas à se servir de GitHub. Pourtant, GitHub, c'est un truc maintenant qui est devenu tellement essentiel pour les développeurs. Je me demande vraiment comment on peut faire ça. Pareil, si tu fouilles un peu sur la chaîne, tu verras un peu de contenu autour de GitHub. Et j'allais oublier LinkedIn. LinkedIn, le problème, c'est que les gens pensent que c'est un site d'emploi, alors que maintenant, c'est devenu une plateforme de contenu. Tu l'as bien vu, les stories arrivent sur LinkedIn. Alors les puristes vont détester ça, mais en fait les gars, vous avez juste pas le choix. Prendre appui sur LinkedIn pour appuyer tes recherches, éviter les posts pour te plaindre d'avoir été rejeté 50 fois, parce que ça en fait, tu vas peut-être attirer de l'empathie, mais l'idée en fait c'est de te rendre visible auprès d'autres personnes, auprès de recruteurs, ou auprès de personnes qui ont des recruteurs dans leur contact. Donc les posts pour se plaindre, tu peux le faire peut-être une fois. Évite de le faire trop souvent parce que finalement, c'est pas ça qui te mettra vraiment en avant. Je vois aussi dans les commentaires parfois certains jeunes développeurs qui sortent de formation, qui en fait ont quelques mois de formation, mais n'acceptent même pas de faire un petit stage. Je suis désolé, mais un stage, on le sait tous, pour un employeur c'est de la main d'œuvre bon marché, on va pas se mentir, hein. Et pour toi, ça te permet d'avoir une première expérience dans le monde du travail. Si tu as les moyens de le faire, n'hésite pas à te faire un petit stage. Il y a certaines formations dont ça fait partie du cursus de faire un stage derrière, et c'est très bien parce que ça te permet vraiment de mettre un pied dans le monde du travail. Et puis il faut pas oublier que un stage c'est aussi l'occasion de développer un peu ton réseau professionnel qui doit être naissant si tu débarques dans le dev, et ça te permettra aussi d'augmenter ta visibilité. La dernière question que je me pose au sujet du recrutement, c'est finalement est-ce que tous les recruteurs savent vraiment ce qu'ils cherchent? Parce que même moi, en tant que développeur senior, j'ai vu des recruteurs, pas tous, je suis pas là pour casser du sucre sur leur dos, il y en a qui font très bien leur taf et ça j'ai aucun souci avec, mais j'en ai vu pas mal chercher un peu le mouton à 5 pattes, et ça arrive même si t'es pas junior. Donc il faut comprendre que c'est comme dans n'importe quel métier, il y a des gens qui vont l'exercer d'une manière excellente, il y a des gens qui vont le faire un peu moins bien, et il y en a qui vont le faire à l'arrache. C'est pareil pour le métier de développeur, c'est pareil pour tous les métiers. Et c'est à toi aussi de te construire ton réseau de recruteurs qui travaillent bien, avec qui tu as envie de travailler, et en fait tu verras qu'au fil du temps tu vas tomber sur des personnes vraiment professionnelles qui connaissent vraiment la tech, qui sont pas là juste à chercher des mots-clés, qui vont pas juste sauter dessus parce qu'ils ont entendu React ou JavaScript, et qui ont vraiment une démarche pour essayer de placer un développeur chez un client ou chez un client final, et leur but c'est pas que tu reviennes dans 2 mois pour dire je suis pas content, c'est pas ça leur but. Donc voilà, c'est comme dans n'importe quel métier, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien, et si t'as affaire à de mauvais recruteurs, c'est pas en te plaignant sur LinkedIn que ça va améliorer les choses.
Pour moi, à ce moment-là, il faut juste que tu blacklistes les personnes avec qui t'as pas envie de travailler et que tu continues de chercher des recruteurs avec lesquels tu as envie d'avancer. Moi, au tout début de ma carrière, j'avais 1 an de SS2I derrière moi. J'ai changé de boîte en passant par un cabinet de recrutement et en fait, j'étais développeur junior encore et ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé et j'ai aucun regret là-dessus. J'ai été accompagné pour négocier le nouveau salaire. J'ai été accompagné tout au long des entretiens. Et en fait, ça a été vraiment un vrai plus pour moi en tant que développeur junior. Maintenant, effectivement, que j'ai de l'expérience, j'ai plus de visibilité, j'en aurais beaucoup moins besoin, mais il faut pas négliger ce genre d'accompagnement. Ça peut être vraiment utile, mais c'est aussi à toi d'aller provoquer les bonnes opportunités et c'est aussi à toi d'aller chercher les recruteurs qui font bien leur taf pour essayer de travailler avec eux. Finalement, pour un recruteur ou pour un employeur, un développeur junior, ça a quand même pas mal d'avantages. On va pas se le cacher, ça coûte moins cher, forcément. Si t'es embauché, je sais pas moi, à 30K, je te dis des bêtises, tu coûtes 2 fois moins cher qu'un développeur senior à 60K, mais attention, ça veut pas dire que le retour sur investissement est exactement le même. Un développeur senior va pas forcément 2 fois plus vite, ça va vraiment dépendre des profils. Donc quelque part, un développeur junior, c'est un coût abordable, ça peut être un moyen de contenir les coûts et de développer une équipe. En général, un développeur junior, c'est aussi plus facile à motiver. T'as beaucoup moins de points de comparaison au niveau de ta carrière parce que forcément tu débutes, tu commences à toucher des sommes d'argent auxquelles t'avais pas accès pour la plupart avant ce genre de poste. Et en plus de ça, c'est très facile de te vendre une super techno. Je te dis, viens bosser chez moi, on fait du React, GraphQL, Node.js en ECMAScript 6. Et en général, c'est le genre de truc qui attire pas mal les développeurs juniors. Ça marche beaucoup moins avec les développeurs seniors parce que au fur et à mesure de tes expériences, tu vas aussi apprendre à te détacher un peu de cet aspect juste nouvelle techno et aller plus dans le fond du sujet. Autre chose, les développeurs juniors, tu peux les former à ta manière. Tu peux les faire monter en compétence sur les sujets que tu veux, de la manière dont tu veux. Et ça, c'est hyper important d'avoir un développeur qui adhère à la culture de l'équipe parce que ça te permet déjà de réduire la friction entre les développeurs et ça te permet vraiment d'avoir des gens entre guillemets à ton image. Je peux te garantir que si t'es développeur junior et que t'as pas postulé en SS2I, tu passes peut-être à côté de quelque chose. J'en ai parlé dans une autre vidéo, pour moi la SS2I c'est un tremplin pour freelance, c'est un tremplin pour développeurs aussi, c'est un énorme moyen de progresser très rapidement. Bien sûr ça vient avec ses avantages et ses inconvénients comme n'importe quelle boîte, comme n'importe quel poste. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Peut-être que les SS2I, tu n'as pas envie, mais si tu galères à trouver un job, ça peut être un excellent moyen de te faire tes premières expériences et puis après, c'est à toi de voir derrière. Finalement, il y a quelques inconvénients à embaucher des développeurs juniors, c'est que premièrement, il faut les accompagner. En général, ça arrive que des développeurs juniors soient totalement autonomes. D'expérience, c'est plutôt rare, il y a toujours besoin d'un minimum d'accompagnement, ce qui en soi est logique, quand tu démarres, c'est toujours plus agréable d'être un peu suivi. Ça nécessite potentiellement d'être formé, si tu viens d'apprendre une techno et que t'as pas encore d'expérience vraiment projet dessus, t'as toujours plein de choses à apprendre. C'est vraiment quand tu pousses ton code en prod que tu te rends compte de tout ce qu'il faut apprendre finalement. Tu peux parfois avoir un manque de vélocité, donc un manque dans la vitesse de développement. Ça peut te mettre ton projet en risque si tu as un développeur qui est trop lent pour développer une feature. Bien sûr, il faut l'avoir estimé pour un développeur junior qui vient de prendre en main le projet, mais avoir un développeur trop lent dans ton équipe, ça peut être un sujet qui peut amener beaucoup de risques et c'est un sujet à traiter au plus vite possible. Bien sûr, en communiquant, t'as moyen de trouver des solutions. Un exemple tout bête, le pair programming, c'est un excellent moyen de former un développeur qui vient d'arriver dans une équipe. La mise en place de code review, ça lui permet aussi de monter en compétences et d'apprendre les bonnes pratiques de l'équipe et les bonnes pratiques tout court. Et le dernier risque que ça apporte à un développeur junior, c'est que c'est juste un fait. En général, les développeurs juniors ont un taux d'erreur beaucoup plus élevé. C'est des choses qui arrivent. T'as moins d'expérience, donc forcément tu vas faire potentiellement plus d'erreurs. Selon les projets sur lesquels tu vas bosser, ça peut poser vraiment problème. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un bon ratio développeur junior, développeur senior dans une équipe. Ça permet vraiment d'avoir une mixité qui te permet à tout le monde d'avancer sans prendre trop de risques et de garder une vélocité assez constante. Donc pour répondre finalement à cette question, est-ce que le métier de développeur est si recherché? Moi je dirais que oui, il est toujours recherché, mais il faut avoir un minimum de cordes à ton arc, ça veut dire qu'il faut être opérationnel. Je te reprends l'exemple du développeur front-end. Si tu ne maîtrises pas Git par exemple, comment tu veux bosser en équipe? Si tu ne maîtrises pas un framework, comment tu veux pouvoir apporter de la valeur le plus tôt possible sur le projet? Tout ça, c'est le genre de questions qu'il faut se poser et ne pas hésiter à comparer les offres d'emploi pour voir ce qui revient, ce qui ressort. Mais une fois que c'est fait, ça, tu vas toujours avoir un problème qui subsiste. Et ce problème, ça va être ta visibilité. Le truc
truc, c'est que, admettons que t'aies mis en place ton GitHub, tu te sois formé sur toutes les technos qui collent avec un post, bah finalement derrière, il faut que t'en parles autour de toi. Et le meilleur moyen d'en parler autour de toi aujourd'hui, du moins selon moi, c'est d'en parler sur LinkedIn. LinkedIn, c'est devenu une plateforme de contenu, un truc tout bête, les stories viennent de sortir, pourquoi t'essayes pas d'en faire sur ce que t'apprends? T'es pas obligé en fait de tout savoir. Tu peux te placer comme un développeur qui est en cours d'apprentissage, un développeur junior, et tu peux partager ce que t'apprends au jour le jour. J'en parlais sur ma vidéo qui explique comment remplir son GitHub. Si tu fais par exemple le challenge 100 jours de code, chaque jour si tu postes un post sur LinkedIn avec les bons hashtags, au fur et à mesure tu vas générer de l'attention et cette attention-là, tu peux t'en servir derrière pour pouvoir élargir ton réseau et pour pouvoir essayer de trouver un job plus rapidement et d'être contacté par les bonnes personnes. Et très souvent, je le vois bien que les développeurs juniors n'osent pas publier parce qu'ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur qu'on les juge, ils ont juste la peur qu'on leur dise « bah non, tu te trompes » et en fait, il faut que tu te rendes compte que c'est pas grave. Si tu te trompes sur un post LinkedIn qui parle de technique, engage une conversation. Il faut que tu comprennes comment fonctionne le graphe LinkedIn, c'est que les contacts qui vont interagir sur tes posts, tous leurs contacts à eux vont pouvoir voir potentiellement tes posts. Il y a vraiment un effet de levier sur LinkedIn et peu de gens l'utilisent et c'est bien dommage. Donc vraiment, si t'es développeur, évite les posts pour te plaindre, publie plutôt des trucs techniques, des trucs que tu as appris, publie sur les sujets que tu abordes en ce moment, sur ce que tu es en train d'apprendre. N'hésite pas à interagir avec les gens, n'hésite pas à aller commenter les gros bonnets de ta thématique. Si tu fais du PHP par exemple, il y a sûrement un gars qui publie plus que tout le monde en PHP dans la francophonie. N'hésite pas à aller commenter juste pour mettre un like ou un commentaire ou réagir à un de ses posts. Et en fait ça va te donner de la visibilité. Ça te permettra d'agrandir ton réseau. Une fois que tu as agrandi ton réseau, tu auras toujours plus d'opportunités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'éclaire un petit peu. N'hésite pas, si tu veux rendre service à la chaîne, à partager sur les réseaux cette vidéo. On me demande souvent comment on peut m'aider. En fait, c'est simple. Pour m'aider, c'est mettre un like ou un dislike si t'aimes vraiment pas cette vidéo. C'est mettre un petit commentaire. Ça aide vraiment au niveau du référencement. Et si tu la partages sur tes autres réseaux, Twitter, LinkedIn et compagnie, ça m'aide encore plus. C'est pas grand chose, ça te prend 30 secondes, mais ça fait avancer la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!